disais-je, le contexte professionnel, l'environnement professionnel, l'environnement de travail comme terrain empirique pour la thèse ou pour le mémoire. Donc là, une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que choisir le terrain professionnel comme terrain empirique de la thèse ou du mémoire peut sembler offrir un accès privilégié, donc donner un vrai avantage. Mais la vraie question, c'est de savoir si ce terrain constitue réellement une ressource scientifique ou si au contraire, il introduit un biais structurel qui serait susceptible de fragiliser tout l'édifice que représente le mémoire ou la thèse. Là, on va aborder cette question en 3 temps. D'abord, on va voir ensemble pourquoi le terrain professionnel apparaît spontanément comme le meilleur terrain possible. Ensuite, ce que cette proximité produit méthodologiquement. Donc, je vous donne déjà des éléments de réponse, de la dépendance, de la censure, de la loyauté. Alors, la loyauté, on pourrait se dire que c'est plutôt une vertu. Oui, mais là, vous verrez, la loyauté, cette vertu, peut se retourner contre le travail scientifique. Et troisièmement, à quelles conditions un terrain interne, un terrain professionnel, peut-il malgré tout devenir un terrain scientifique solide? Donc ça va être les gros enjeux. Avec 2 prompts qu'on verra ensemble ce soir. Alors, en fait, donc ce qui est intéressant, si vous voulez, pourquoi le terrain professionnel apparaît spontanément comme le meilleur terrain possible? Eh bien, très souvent, parce qu'en gros, on a les éléments de réponse suivants, qui sont, d'abord, on a un accès facile. Donc, j'ai un accès privilégié à ce terrain, j'ai accès aux gens, j'ai accès aux données, donc j'aurai du matériau pour pouvoir alimenter mon mémoire ou ma thèse. Ok. Deuxième élément, pourquoi ça paraît spontanément comme le meilleur terrain possible? Parce que je comprends déjà le contexte. Donc le coût d'entrée, intellectuelle, le coût de compréhension de ce qui se passe est très faible, sinon nul. Ok. Mais aussi, pourquoi est-ce que ça peut être pertinent? Parce que les acteurs seront disponibles. Quand j'aurai à mener des entretiens, eh bien les gens seront là. Je n'aurai pas à planifier des rendez-vous à l'avance pour pouvoir être certain de les rencontrer, d'échanger avec eux, etc. Enfin, ça devient tout de suite plus facile. Et puis de manière plus large, on a le sentiment de gagner du temps. Parce que tout est, je vous disais, tout est là, tout est accessible, il n'y a pas de coût d'entrée, tout va bien. Et là, moi j'ai une question ici. Alors bon, pour certains, je sais sur quoi vous travaillez, mais en gros, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent ou qui ont utilisé leur terrain professionnel comme terrain empirique pour le mémoire ou la thèse? Alors, j'ai pas de réaction, donc c'est pas grave. Alors, juste quand on dit ici, en fait, quand on dit le terrain empirique ou le terrain professionnel, c'est au sens large, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien l'entreprise dans laquelle je travaille ou l'organisation dans laquelle je travaille que plus largement mon réseau professionnel. Donc un réseau de personnes qui me connaissent, que je connais, avec qui j'ai pu travailler à un moment ou à un autre, avec lesquelles j'ai pu étudier,
que j'ai pu rencontrer dans un contexte professionnel ou paraprofessionnel. Ça s'entend au sens large, hein, pas seulement dans mon équipe ou dans mon entreprise. Alors, donc là, j'ai pas de réaction, donc j'imagine que aucun, mais ça, c'est ce qu'on va voir. Et vous allez voir, on va creuser un petit peu. Donc, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que quand on a un truc qui s'appelle la thèse professionnelle ou le mémoire professionnel, oui, par principe ou presque, on est tenté ou on est encouragé même à se reporter sur son environnement de travail comme terrain empirique. Ok. Maintenant, qu'est-ce que cette proximité va méthodologiquement produire ? Et là, on va voir deux prompts. Alors, ce que ça va produire. Donc, je vous disais tout à l'heure, dépendance, censure, loyauté. Donc là, on va avoir trois gros problèmes. Voilà, clairement. Le premier problème, c'est que le terrain, en fait, n'est plus seulement un terrain, il devient un espace de dépendance accrue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes hyper dépendant, sans même vous en rendre compte, de l'entreprise où vous travaillez. Vous êtes hyper dépendant des personnes que vous allez rencontrer, encore plus que lorsque vous êtes complètement externe, halogène au terrain. Alors là, je vais vous donner une anecdote, raconter une petite histoire. J'ai une doctorante qui soutient sa thèse bientôt. Donc c'est imminent, qui faisait sa thèse de DBA dans de très bonnes conditions au départ. La thèse était financée par son employeur qui avait payé pour les 3 ans en une fois, donc il n'y avait même pas de problème financier. Et donc elle pensait faire sa thèse, c'était sur le burn-out, sur les syndromes de burn-out dans les équipes, et elle avait l'autorisation de le faire avec les équipes de l'entreprise dans laquelle elle travaillait, sauf que après 1 an et demi, l'entreprise a entamé une réorganisation dans laquelle elle n'avait plus sa place, donc elle est partie. Et en partant, elle perdait le terrain. Là, le fait d'être salarié de l'entreprise et d'utiliser son terrain professionnel comme terrain empirique pour la thèse était un super bateau jusqu'à ce qu'elle parte. Et là, grand moment de solitude. Elle me dit, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire pour la thèse ? J'ai commencé à explorer ce terrain, mais comme je suis parti, je ne suis même plus autorisé à l'exploiter. Qu'est-ce que je vais faire ? Fort heureusement, elle a retrouvé un travail dans une autre entreprise qui lui a laissé du temps pour pouvoir faire sa thèse. Donc elle était à temps partiel, elle était payée à temps plein, mais elle travaillait 4 jours par semaine, le 5e étant consacré à la thèse. Avec l'autorisation et les encouragements même, l'autorisation de travailler sur effectivement le burn-out dans les équipes au sein de cette entreprise. Donc parfait, là elle a pu reconstituer un terrain. Jusqu'à ce que l'entreprise décide une réorganisation de ses équipes de direction. Et comme elle était la dernière arrivée, elle a été la première partie. Mais là, donc ça c'était il y a un petit peu plus d'1 an. Bon, heureusement pour elle, elle avait fini la collecte des données de terrain avant de quitter l'entreprise. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Comme en plus, elle ne nomme pas l'entreprise dans sa thèse, chat échaudé craint l'eau froide, il n'y a même pas de problème de confidentialité, de quoi que ce soit, de conflit d'intérêts ou ce que vous voulez. Donc l'honneur est sauf. Mais je vous laisse imaginer le cas de quelqu'un qui travaille sur son propre environnement professionnel,
ou envisage de le faire, ou commence à le faire, et se retrouve à ne plus pouvoir le faire, et du coup à ne plus pouvoir terminer son travail doctoral. Ah oui, oulala, la pauvre, oui, vous avez complètement raison, ma mère. Bon, mais de ce que j'ai compris, aux dernières nouvelles, elle a retrouvé un travail. Elle a retrouvé un travail et, et puis peut-être bon, qu'elle fera encore autre chose. Par ailleurs, juste pour la petite histoire, c'est une très grande nageuse, une très grande sportive, très grande nageuse et qui à mon avis qui a remporté plein de championnats, plein de titres. Je crois qu'elle est dans les 5 meilleures nageuses en Suisse. Bon, bref. Et donc elle pourrait tout à fait entraîner une équipe solide, en fait, une équipe pro ou semi-pro. Enfin, après, à elle de voir si elle se sent de faire ça. Mais à mon avis, elle serait remarquable dans un rôle comme celui-ci. Je ferme la parenthèse. Et donc là, le risque de dépendance est tellement élevé que parfois, il est bon de se demander si ça vaut le coup de prendre ce risque. On n'est jamais à l'abri d'une réorganisation, d'un licenciement, d'une opportunité professionnelle qui fait qu'on va voir ailleurs. On ne peut pas refuser ce poste maintenant parce que ça ne se représentera pas. Mais si je le refuse, je perds mon terrain. Et donc, est-ce que je vais pouvoir continuer ma thèse ou mon mémoire? Donc, ce sont de vraies questions qui se posent. Et c'est en ça qu'il devient très vite un espace de dépendance sans qu'on s'en rende forcément compte de prime abord. Ensuite, la deuxième chose, le chercheur est aussi, selon le contexte, un stagiaire, un alternant, un salarié, un collègue, un subordonné, un supérieur hiérarchique. Et là, ça crée un certain nombre de problèmes auxquels on ne s'attendrait pas forcément. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un père ou lorsque vous êtes de la maison, on ne vous parle pas forcément de la même manière que lorsque vous êtes un chercheur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Là je vous présente les cas de figure que j'ai observés. L'un est celui, je crois que j'en ai déjà parlé, est celui où vous êtes en situation d'être le supérieur hiérarchique des personnes que vous allez rencontrer. Le problème qui se pose alors, c'est celui d'une censure ou d'une loyauté démesurée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes le patron et que vous allez conduire des entretiens avec des salariés, des subordonnés, ils vous diront ce qu'ils espèrent que vous avez envie d'entendre. Ils feront une sorte d'acte d'allégeance sans forcément vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Ils n'oseront pas, en fait, c'est ça. Il y a un peu la crainte de ce qui va se passer si je lui dis des choses qui ne lui plaisent pas. Est-ce que je vais garder mon boulot ou pas? Est-ce qu'il va m'avoir dans le nez? Est-ce qu'il va m'avoir dans le collimateur? C'est gênant. Lorsque vous êtes un collègue, là, on pourrait penser que c'est plus facile parce qu'on parle entre pairs, entre égaux. Oui, mais justement, on parle entre égaux et donc la situation typique, c'est celle où les entretiens ne vous donnent rien. C'est-à-dire que vous posez des questions à des collègues et les collègues, peuvent avoir tendance à vous dire oui, mais ça tu le sais déjà. Bon, alors, pourquoi tu me poses la question? Non, on a vu ça la semaine dernière. Tu devrais savoir quand même. Oui, mais là c'est pour ma thèse. J'ai besoin d'éléments un peu tangibles. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus quoi? Tu connais déjà l'histoire. Bon, alors blablabla. Et on vous sort des choses un peu molles.
finalement. La situation également un peu compliquée quand vous êtes membre de l'organisation, c'est qu'on puisse aussi ne pas vous prendre complètement au sérieux parce qu'on vous connaît sous un autre angle et pas celui du chercheur. Donc quelque part, on joue pas forcément le jeu, vous voyez, ou poliment. Et là, si vous voulez, on vous dit pas grand-chose. Parce que c'est vous, voyez, où on vous fait un peu plaisir, donc on vous donne quelques petits éléments, mais sans plus. Donc il y a ça qui est vraiment un vrai risque, un vrai souci quand on utilise son environnement professionnel comme terrain empirique. Et puis, donc le troisième risque, c'est que, comme je vous disais, les personnes que vous rencontrez ne parlent pas à un chercheur. C'est à vous qu'elles s'adressent. Donc là, à vous en tant que personne qu'elles connaissent, quel que soit votre statut hiérarchique, quel que soit votre rôle dans l'organisation, on vous connaît déjà, et donc c'est à vous qu'on parle et pas aux chercheurs. Ce qui veut dire que ce qui peut se produire, donc ce sont des choses qu'on rencontre assez fréquemment, c'est finalement on vous parle des potins, on vous donne soit on vous parle des potins et puis on vous donne pas tellement d'éléments de fond sur ce que vous avez envie de découvrir, soit on vous donne, soit au contraire on veut avoir l'air bien face à vous, donc on vous donne des éléments avec toute la langue de bois managériale, caricaturale d'un post LinkedIn. On peut vous servir ce qu'il y a sur la plaquette, se disant là, il faut quand même que je fasse un peu attention, que je sois assez sérieux. Donc au final, vous risquez de vous retrouver paradoxalement avec des éléments assez plats, étonnamment. Et tout ça, le problème, c'est quoi dans tout ça? Ce n'est pas un problème de données, ce n'est pas un problème d'accès au terrain, c'est un problème de positionnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez votre contexte professionnel comme élément de terrain empirique, eh bien, vous vous retrouvez à devoir jongler entre deux postures. La posture du chercheur, qui est là pour poser des questions, pour rencontrer les gens, pour avoir des éléments d'information, des données, et la posture du membre du terrain qu'on connaît déjà, dont on connaît les travers, dont on connaît le passif, mais aussi les actifs, parce qu'il n'y a pas que de mauvaises choses, bien sûr. Et donc, face à cette espèce de schizophrénie, on ne sait pas trop quoi vous dire. Eh ben, bonne soirée Clément, à très bientôt. Donc on ne sait pas très bien quoi vous dire. Donc compliqué. Et du coup, pour ce soir, je voulais vous présenter deux prompts et discuter de deux prompts avec vous, que sont ceux-ci. Alors, je partage mon écran et je vous montre les deux prompts. Partage d'écran ici, et avec mes prompts qui sont là. Oups, j'ai pas pris le bon. Voilà, ici. Donc le premier, le rôle. Vous êtes un expert de terrain. Donc là, l'idée, c'est de voir... ah mince, le texte a été coupé. Comment se fait-il? Alors, toutes mes excuses. Je vais arrêter le partage, retourner ici sur Gemini où j'avais fait le prompt, mais qui a été amputé. Alors, analyse les implications méthodologiques. Alors, pourquoi il a coupé le texte? Ah oui, je sais pourquoi. Alors, toutes mes excuses, je recommence mon prompt proprement. Hop, là, ça va aller. Donc, mince. Ah, je me suis trompé de langue. Voilà.
Là, ça devrait être bon. Et voilà, ça y est. Hop. Donc, je reprends mon prompt ici. Donc, toutes mes excuses pour ce léger désagrément. Ici, hop. Là, on va être bon. Là, là. Ah, zut. Là, ici. Et normalement, on est bon. Donc, je partage. Ça y est. Voilà, on y arrive. Donc, je partage mon écran tout de suite. Hop, ici. Donc là, l'idée, c'est de voir un peu dans le prolongement de ce qu'on avait fait il y a 15 jours, c'est de voir dans quelle mesure le terrain guide la recherche ou bien dans quelle mesure il est guidé par celle-ci, par la question. Donc le rôle, vous êtes un examinateur de la cohérence entre le terrain et la question de recherche. Mission, déterminer si le terrain a été choisi parce qu'il est scientifiquement pertinent ou parce qu'il est facilement accessible. Les entrées, question de recherche, terrain, ensuite raison du choix du terrain, contraintes pratiques, sortie, logique dominante, question terrain ou terrain question, niveau de dépendance pratique, risque de biais opportuniste et une explication analytique de tout ça. Je vais faire tourner ça sur Gemini, comme d'habitude. Et donc, on va prendre, je ne sais pas qui on va prendre, si on va prendre Mirella ou Amal, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite qu'on parle de son sujet. Alors, personne n'est dans le chat pour la première fois. 67. NFT Prime 67. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Alors, est-ce que quelqu'un souhaite qu'on parte de son propre sujet, de son propre terrain? Donc, je sais pas, j'ai... Donc, Amal. Ok. Alors, on va prendre question de recherche. Donc, ça marche. Donc, votre question de recherche, retapez-la moi parce qu'elle a dû évoluer un petit peu depuis la dernière fois qu'on a parlé. Et donc, redonnez-la moi dans le chat. C'est-à-dire que c'est la formulation exacte en fait que j'ai plus complètement en tête. En revanche, le terrain de mémoire... attendez, c'était sur la décision, c'était sur l'utilisation de l'IA dans les processus décisionnels, mais je ne sais plus exactement la formulation que vous avez finalement décidé de retenir. Bon, je vais faire quelque chose qui est peut-être un peu approximatif. Donc la question de recherche, c'était, ça devait être dans quelle mesure les décideurs en entreprise sont-ils prêts à recourir à l'IA? Ah oui, l'IA peut-elle dépasser les limites de la décision? C'était ça. Je me souvenais plus si on était resté sur cette formulation ou sur autre chose. Dans quelle mesure l'IA peut-elle repousser les limites de la rationalité? C'est ça, les limites de la rationalité de la décision. Parce que c'est de la rationalité de la décision. Et ici, le terrain de mémoire, ça va être donc des dirigeants d'entreprises que je connais pour la plupart
parce que nous avons étudié au même endroit, nous avons les mêmes connexions sur LinkedIn et fréquentons les mêmes cercles professionnels. Alors ici, Astrid Ndoula, bonsoir, je ne comprends pas comment on peut utiliser l'IA pour de la recherche sérieuse avec toutes les bêtises que ces machines apprennent avec les utilisateurs lambda. Avec ces machines, on se dirige droit vers un abrutissement général. Je ne cherche pas le conflit, mais je trouve ça dommage d'y recourir. Nous perdons notre capacité à apprendre et à raisonner en les utilisant. Ben, ça dépend comment on les utilise. Donc entièrement d'accord, si on s'en remet complètement à l'IA pour réfléchir à notre place, on peut l'utiliser intelligemment. Et certaines manières d'utiliser intelligemment, c'est de se poser de bonnes questions, de lui poser de bonnes questions et de remettre en question ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire que ça peut être un outil, une aide à la réflexion. Alors, en l'occurrence ici, et dans le cadre de la thèse d'Amal, l'idée c'est que l'IA est là de toute manière, donc on ne peut pas prétendre qu'elle n'existe pas. Elle est de plus en plus utilisée dans des processus décisionnels. Ça ne veut pas dire qu'elle décide à la place des humains. Non, alors si on le fait, là il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'en gros on délègue sa capacité de jugement à une unité qui n'a pas de jugement et qui n'a aucune responsabilité, qui ne peut pas engager sa propre responsabilité, qui ne peut rien assumer. Donc là ça deviendrait gênant. Mais l'IA peut être utilisée comme un outil d'aide à la décision. Et là, donc c'est aussi ce qu'on va voir maintenant avec une belle mise en abîme, puisque on va justement utiliser l'IA comme un outil d'aide à la décision, à la réflexion, sur un sujet où en fait on regarde dans quelle mesure elle permet de dépasser les limites de la rationalité limitée, parce que c'est ça en fait qui est à la clé. C'est-à-dire que c'est un sujet qui en fait est un sujet ici très théorique au départ, qui part des travaux de Herbert Simon sur la rationalité limitée, qui dit mais la fameuse rationalité de l'homo economicus qui regarde, compare tout autour de lui avant de prendre une décision et s'assure de bien avoir tous les éléments d'information, ça c'est un mythe. Et ce mythe, il se fracasse contre les parois de la rationalité limitée, enfin de la limitation de la rationalité. C'était bien ce qu'il me semblait. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose dans ce goût-là pour la formulation du sujet, de la question de recherche. C'était bien ça, donc l'intégration de l'IA dans le processus décisionnel. Alors, et donc, disais-je, là, ce qui est intéressant, c'est que de l'IA, c'est que donc l'IA donc peut être utilisée ou pas, et donc si elle l'est, est-ce qu'elle permet véritablement de faire mieux qu'une rationalité limitée par nature ou pas? Est-ce qu'elle permet de contourner ce problème en offrant finalement un panel d'éléments d'information et de données qu'on n'aurait pas naturellement? Est-ce que l'IA échoue à le faire? Est-ce que l'IA en fait ne fait qu'entretenir les limites de la rationalité? Donc ça, c'est ce que la thèse visera à montrer en fait. Donc la réponse, elle n'est pas encore connue. Et comment êtes-vous sûr que cette IA vous apporte de réelles informations et n'est pas d'informations issues d'un fox latente qui traîne sur le net? Justement, alors l'IA, laquelle? S'il s'agit de celle que j'utilise ici, vous allez voir tout de suite. S'il s'agit justement de celle qu'étudie Amal, justement, c'est ce que montrera la thèse. Pour l'instant, on ne sait pas, d'où le sujet, d'où la question. Donc je reviens ici. Raison du choix du terrain. Alors pourquoi, donc on en avait parlé de mémoire, pourquoi ce terrain en particulier, pourquoi ces personnes? Bien, ce sont des personnes auxquelles j'ai
accès facilement et qui accepteront de me répondre. Contraintes pratiques. Pas de contraintes particulières à ce stade. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Donc, c'est regarder ce qui peut ressortir comme risque pour la thèse. Alors, en tant qu'examinateur de la cohérence méthodologique, voici mon analyse de la relation entre votre question de recherche et le terrain choisi. Critères. Donc, alors, la logique dominante, terrain, question. C'est-à-dire que vous êtes sur une logique d'opportunité. A priori, vous allez sur le terrain parce qu'il est commode. Niveau de dépendance pratique, critique. Là, c'est important. Donc, il y a une très forte dépendance au terrain parce que, précisément, ce sont des personnes que vous connaissez, qui vous font confiance et avec, finalement, le risque que si vous vous fâchez avec eux, par exemple, ou si vous avez la malchance de subir un bad buzz sur les réseaux sociaux et qu'on vous estime sulfureuse, vous risquez de perdre vos accès. Risque de biais opportuniste très élevé, puisque finalement la logique dominante est une logique opportuniste, une logique d'opportunité. Donc le risque du biais opportuniste est très élevé. Et là, ce qui va être intéressant, c'est plutôt l'explication analytique. Donc votre démarche actuelle présente une inversion de la rigueur scientifique classique. Alors, je sais que ce n'est pas exactement ce que vous ferez, donc prenez ça avec beaucoup de détachement, Amal. Alors, voici le détail des points de vigilance. La primauté de l'accès sur la pertinence, logique descendante. Dans une recherche académique robuste, c'est la question de recherche qui doit dicter les caractéristiques du terrain. Échantillonnage théorique. Ici, le processus est inversé. Vous avez un gisement de données, vos connaissances, et vous tentez d'y plaquer une problématique complexe. Le choix n'est pas justifié par le fait que ces dirigeants utilisent l'IA de manière exemplaire ou spécifique, mais simplement par leur proximité sociale. Bon, là, je dois dire que la manière dont on a formulé le prompt incite à ce type de réponse. C'est vrai que je n'ai pas été spécialement exhaustif quant à la nature exacte du terrain, donc des gens qui sont décisionnaires susceptibles d'utiliser l'IA, qui sont tous de même niveau fonctionnel ou qui ont tous le même niveau de maturité en matière d'IA. C'est vrai que là, c'était incomplet de ma part. Le biais d'homogénéité, l'entre-soi, ici, il est très fort. Le fait d'avoir étudié au même endroit, de fréquenter les mêmes cercles, crée un biais d'échantillonnage majeur. Vos répondants partagent probablement le même habitus, la même culture managériale que vous. Un réseau de pensée similaire. Un désir de faire bonne figure devant un pair. Biais de désirabilité sociale accentué par la connaissance personnelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours, quand on s'adresse à des pairs, à des personnes qu'on connaît, qu'ils cherchent à vous impressionner ou en tout cas à vous montrer qu'ils ont réussi, qu'ils font bien les choses, etc. Et donc à frimer un peu largement enjoliver la réalité, ce qui veut dire que vous risqueriez d'avoir des données à l'exploitabilité discutable. Ensuite, l'obstacle à l'étude de la rationalité limitée. Intéressant. Votre question porte, et là je pense que Astria, je réponds en partie, alors très indirectement, à votre remarque. Votre question porte sur le dépassement des limites de la rationalité. Or, pour observer cela, il faudrait varier les contextes, secteurs d'activité différents, taille d'entreprise variée, niveau de maturité numérique différent. En restant dans votre cercle LinkedIn, vous risquez d'obtenir des discours convenus plutôt que des observations de pratiques décisionnelles réelles et divergentes. Donc là, on a effectivement un risque qui va avec l'entre-soi, finalement avec l'homogénéité, d'avoir finalement tout le monde qui pense pareil, qui vous raconte la même histoire, qui vivent à peu près la même chose, alors que
sur cette question du dépassement de la rationalité, oui, ce qui pourrait être pertinent, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, c'est qu'il faudrait à ce moment-là évaluer des degrés divers de maturité en matière d'utilisation de l'IA, de déploiement de l'IA. Là-dessus, on avait discuté et il ressortait qu'il serait important de retenir des personnes qui sont dans des entreprises qui ont le même niveau de maturité. C'est-à-dire que parler d'utilisation de l'IA ou demander finalement comment est utilisée l'IA pour la prise de décision, ou en tout cas ce que ça peut apporter ou non dans des endroits qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne l'utilisent pas du tout, ça n'apportera absolument rien par rapport à des endroits qui l'utilisent et qui ont des choses à dire. Parmi lesquels, en fait, moi je ne suis pas très satisfait de ce que ça donne. C'est quand même pas toujours convaincant. Souvent, il faut que je vérifie derrière. Donc vous pouvez avoir des réponses de cet ordre-là. Pas forcément des réponses qui soient fantastiques. Ah oui, l'IA c'est révolutionnaire, ça m'a permis de faire ci, de faire ça. On ne sait pas justement. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est de voir ce que nous disent ces utilisateurs. Et donc le risque de biais opportuniste élevé, le risque que votre recherche devienne une auto-validation de réseau, c'est-à-dire que sur le plan éthique et scientifique, la complaisance des répondants qui acceptent pour vous rendre service peut nuire à la sincérité des réponses, surtout sur un sujet aussi sensible que la prise de décision et l'influence de l'IA sur leur propre pouvoir. Et là encore, Astria, on est en plein dans votre préoccupation. Donc on n'est pas certain qu'ils nous diront des choses qu'on a besoin d'entendre pour faire avancer la connaissance scientifique sur la question de l'IA et de la prise de décision. Il se peut qu'ils cherchent effectivement à nous plaire en fait et à nous dire ce qu'ils pensent qu'on a envie d'entendre ou bien à nous dire ce qu'ils ont envie qu'on entende. Sur le plan de la validité, les conclusions ne seront pas généralisables car elles reflèteront uniquement la vision d'une microsphère sociale spécifique. Bon, là, c'est cohérent avec tout ce qui précède. Note de l'examinateur. L'accessibilité est un atout s'il s'agit d'un point d'entrée, mais il devient un défaut s'il constitue l'unique critère. Pour crédibiliser ce terrain, vous devrez impérativement justifier en quoi ce groupe spécifique de dirigeants possède des caractéristiques uniques. Exemple, dirigeants de la tech issus de l'école X ou Y, qui rendent l'étude de la rationalité plus pertinente chez eux qu'ailleurs. Alors, donc, il faut cibler des dirigeants que je ne connais pas personnellement. C'est pas exactement ça en fait, Amal. C'est juste que ici, donc je vais reprendre le même prompt. Ici, la manière dont j'ai renseigné le prompt laissait entendre que vous alliez choisir des dirigeants parce que vous les connaissez seulement. Mais donc là, je vais ajouter en fait des dirigeants d'entreprise. Alors, tous de niveau fonctionnel équivalent et travaillant dans des entreprises ayant un même degré de maturité en matière d'utilisation de l'IA et où les dirigeants sont confrontés à des prises de décision rapides et lourdes de conséquences. Et où on attend d'eux qu'ils soient rationnels. Alors, Mirella, une question. La formulation dans quelle mesure invite à nuancer la réponse ? Oui, absolument. On n'est pas sur du oui ou non. Est-ce que c'est le cas ? Entièrement d'accord avec vous.
dans quelle mesure, donc ça peut être du plutôt oui ou plutôt non, et de cette manière, mais avec tel type de limite, ou bien plutôt non, mais ça peut peut-être aller dans telle direction s'il se passe ceci ou cela. Donc absolument d'accord avec vous, Mirella. Oui, oui, oui. Alors, ensuite, on peut ajouter là, ce sont des personnes que je connais pour la plupart, parce que je peux difficilement, enfin c'est pas que je peux difficilement parce que ce sera mal compris, à ma connaissance, j'ai envie d'ajouter une chose qui est, bon j'ajouterai après, ce sont des personnes, tac tac tac, sont des personnes, alors les raisons du choix de ce terrain, ben en fait ce terrain doit répondre directement à ma question de recherche. Point. D'où les critères d'inclusion retenus. Et quand je dis ici ce sont des personnes auxquelles j'ai accès, etc., je vais le mettre dans les contraintes pratiques. Compte tenu de l'étroitesse du marché sur lequel du marché et de mes contraintes géographiques, ce sont des personnes auxquelles j'ai accès facilement et qui accepteront de me répondre. On va faire ça et vous allez voir ce que donne le résultat. Il sera très 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 différent. Alors là, donc là, en apportant davantage de précision, la donne change considérablement. La logique dominante, c'est une logique de question vers le terrain, logique de pertinence théorique, niveau de dépendance pratique modéré. L'accès facilite l'exécution, mais il ne dicte pas le sujet. Risque de biais opportuniste, faible à modéré, sous réserve de neutralité dans l'entretien. Alors bon, neutralité, c'est toujours un grand mot. Bon. Explication analytique. Contrairement à un choix purement opportuniste, votre démarche démontre une stratégie d'échantillonnage par critères. Voici l'analyse détaillée. Une sélection rigoureuse par les variables. Question terrain. Vous avez identifié des critères d'inclusion qui sont des variables pivots pour répondre à votre question sur la rationalité de la décision. Maturité IA identique. Neutralise le biais lié à l'outil. Ça, on en avait déjà parlé. Enjeu élevé et rapidité. Créer les conditions de la rationalité limitée. Pression temporelle et cognitive nécessaire pour observer si l'IA repousse ses limites. Si l'IA repousse ses limites. On ne postule pas qu'elle le fait. Niveau fonctionnel équivalent. Assure la comparabilité des données. Jusque-là, c'est tout ce sur quoi on s'était mis d'accord. Le cercle de connaissances, un accélérateur mais pas un moteur. Bien que vous connaissiez ces personnes, accessibilité, le terrain n'a pas été choisi parce que vous les connaissez, mais parce qu'elles répondent aux exigences scientifiques de votre problématique. Votre réseau LinkedIn sert ici de levier d'accès à une population par nature difficile à atteindre, les dirigeants. Mais la structure de votre échantillon reste dictée par la théorie. Le risque de l'entre-soi sociologique. Le principal point de vigilance réside dans la proximité sociale. Mêmes écoles, mêmes cercles. Si le terrain est scientifiquement cohérent, il comporte toutefois un risque de biais de désirabilité sociale. Vos répondants pourraient être tentés de projeter une image de décideurs rationnels et modernes devant un père qu'ils connaissent, plutôt que d'admettre les failles ou les limites de leur usage de l'IA, voire les limites de l'IA tout court. Conclusion de l'examinateur. Le terrain est scientifiquement pertinent.
l'alignement entre les contraintes de décision, rapidité en jeu, et la question de la rationalité est excellent. L'accessibilité est ici une opportunité logistique qui vient servir un dessin méthodologique préexistant et non l'inverse. Conseil, pour renforcer la validité, veillez à utiliser un protocole d'entretien semi-directif très structuré pour détacher votre posture de chercheur de votre lien de connaissance personnelle. Donc là, Amal, pour vous répondre, ciblez des dirigeants que vous connaissez pas personnellement, pas forcément, si vous les contactez, pour de bonnes raisons. Et les bonnes raisons, on en avait discuté déjà, et c'est ce qui semble ressortir ici, dans le prompt et confirmé en partie par la réponse. Semi-directif, oui, c'est-à-dire que vous aurez une grille de 4 à 6 grandes questions qui seront des sujets de conversation autour desquels ça devra forcément tourner, mais il ne s'agira pas d'arriver avec une batterie de 50 questions auxquelles il faudra répondre par oui ou par non. Là, on verra bien ce que ça donne. Là, ici, Gemini vous recommande semi-directif. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin que ce soit semi-directif à partir du moment où vous savez de quoi vous voulez parler. Mais Gemini vous dit, voilà, bon, ici, il y a un risque. Voilà, il y a un risque de désirabilité sociale qui pourrait vous faire perdre en rigueur et en validité. Donc pour le contourner, il vous recommande des entretiens semi-directifs. Pourquoi pas? Moi, ce que je dirais, c'est surtout des entretiens dans lesquels vous cadrez bien le sujet et si vous sentez qu'on s'en éloigne, vous ramenez. Disant, bon, très bien, merci, mais est-ce qu'on peut revenir à ce que vous disiez juste avant sur l'IA? Et là, on n'est pas sur du semi-directif, mais on n'est pas sur du complètement libre. On va dire on est sur du libre encadré ou sur du libre conditionnel, quelque part. Donc, ça, c'était donc le premier prompt pour évaluer le lien entre le terrain et la question de recherche, mais qui est un prolongement de ce qu'on avait vu il y a déjà quelques semaines. Et là, le deuxième prompt que je souhaite partager avec vous, c'est sur le positionnement. Donc finalement, l'impact que votre positionnement, que votre lien au terrain peut avoir sur votre positionnement en tant que chercheur et du coup sur l'impact que ça peut avoir sur la thèse. Donc rôle, vous êtes un analyste du positionnement du chercheur. Mission, examiner les implications méthodologiques de la position du chercheur au sein du terrain étudié. Ok, les entrées, statut du chercheur, relation hiérarchique, nature de la relation avec les participants, question de recherche, sortie, niveau d'encastrement, risque structurel principal, degré de vulnérabilité méthodologique et puis un paragraphe analytique. Donc je vais faire tourner ce prompt ici, hop, et je vais reprendre les mêmes éléments que dans le précédent parce que je crois que c'est le plus proche, c'est le plus proche de ce que vous voulez faire. Alors, question de recherche. Tac. Statut du chercheur. Statut du chercheur externe aux entreprises. Je ne vais pas dire rencontrer, aux entreprises, mais pair par les réseaux d'anciens, académiques et professionnels, on va dire, universitaires et professionnels, point. Relation hiérarchique, aucune. Nature de la relation avec les participants, professionnel, amical, longue durée, de longue durée. Voire amical. Voilà, on va faire ça. Et donc là, ce prompt nous dit, sur l'analyse du positionnement, en tant qu'analyste du positionnement, voici mon évaluation
de votre posture de recherche caractérisée par une proximité sociale forte malgré une extériorité organisationnelle. Alors, niveau d'encastrement élevé, encastrement relationnel et cognitif. Risque structurel principal, l'aveuglement par la familiarité. Donc ça, on va voir. Degré de vulnérabilité, modéré à élevé. Alors, on va voir pourquoi il nous dit tout ça. Alors, l'analyse du positionnement. Votre statut est celui d'un insider de réseau, mais d'un outsider d'organisation. Cette dualité engendre des dynamiques spécifiques pour votre recherche. C'est-à-dire que vous êtes à la fois, c'est assez singulier, à la fois interne et externe. Vous êtes externe parce que vous partagez les mêmes codes et externe parce que vous n'êtes pas membre de l'organisation en question. Alors, l'accès privilégié face à la capture de la parole. Votre proximité amicale ou professionnelle est un atout majeur pour franchir la barrière du secret entourant les processus décisionnels stratégiques. Cependant, cette relation de longue durée crée une asymétrie de rôle. Les participants pourraient penser s'adresser à l'ami ou au père plutôt qu'au chercheur. Le risque est alors de recueillir des confidences informelles, parfois difficiles à traiter scientifiquement, ou à l'inverse, comme je disais tout à l'heure, des discours lissés pour maintenir une image de compétence mutuelle. Dans les deux cas, le risque est d'avoir finalement du matériau qui ne sera pas spécialement exploitable. Je dis c'est un risque, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Le biais de l'évidence partagée. Parce que vous partagez le même socle universitaire et les mêmes codes professionnels, vous risquez de ne pas questionner certains concepts qui semblent aller de soi. Dans l'étude de la rationalité de la décision, ce qui peut sembler rationnel pour votre cercle social ne l'est peut-être pas d'un point de vue systémique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de rationalité liée à votre profession, liée à vos habitudes de travail, que d'autres personnes considéraient comme irrationnelles ou ne comprendraient pas. Donc votre analyse pourrait ainsi manquer de la distance critique nécessaire pour identifier les limites réelles de la rationalité, car vous partagez potentiellement les mêmes cadres cognitifs que vos sujets. Bon, alors, juste une chose, identifier les limites réelles de la rationalité, ça supposerait qu'elles existent et qu'elles puissent être facilement identifiées. Moi, j'y crois assez peu. Ça veut dire qu'elles existeraient de manière objective, réelle, à prendre avec prudence. Ensuite, la vulnérabilité méthodologique. Neutralité bienveillante. Votre vulnérabilité réside dans la difficulté à trahir ou à critiquer les pratiques de vos pairs. L'analyse de l'IA comme outil de rationalité peut révéler des incompétences ou des biais cognitifs chez les décideurs. Le chercheur peut alors se retrouver dans un dilemme éthique, rapporter la réalité brute au risque de fragiliser le lien social avec son réseau ou édulcorer les résultats pour préserver ses connexions LinkedIn et ses cercles professionnels. Ça voudrait dire ici que vous vous retrouveriez avec des résultats très forts que vous hésiteriez à exploiter. Et soit vous les exploitez au risque de fâcher, ou bien vous préférez préserver la relation et n'exploitez pas pleinement les résultats. C'est un risque, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est une chose dont il faut avoir conscience. Donc votre positionnement est celui d'un chercheur pair. Si l'absence de lien hiérarchique garantit une liberté de parole technique, l'encastrement affectif et professionnel de longue durée menace la rupture épistémologique. Vous ne partez pas d'une page blanche, mais d'une pré-compréhension du terrain. Pour valider votre démarche, vous devrez pratiquer une réflexivité radicale, expliciter systématiquement ce qui relève de votre intuition de pair et ce qui provient strictement des données collectées, afin de transformer votre proximité de biais potentiels en levier de compréhension profonde. Donc vous voyez, ce n'est pas inéluctable. Là, Gemini indique certains risques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'ils existent, on peut travailler pour les surmonter, pour éviter qu'ils ne se produisent, qu'ils ne se réalisent. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a rien d'inéluctable, il n'y a rien de dramatique. Vous pouvez être tranquille à mal.
Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce que je veux dire là-dessus, donc, c'est que finalement, l'accès au terrain, le terrain professionnel, le contexte professionnel comme terrain empirique de la thèse ou du mémoire, oui, ça peut révéler bien des facilités, ça peut être bien pratique, bien commode, mais on se rend compte aussi que ça soulève plein de questions d'ordre méthodologique et épistémologique relatives à votre positionnement qui nécessitent d'être appréhendées en amont pour éviter les problèmes. Donc ça ne veut pas dire que le terrain professionnel comme terrain empirique du mémoire ou de la thèse soit un problème à part entière, soit à éviter. Non, absolument pas. Mais quand on s'y frotte, quand on s'y lance, il faut qu'on ait bien à l'esprit les biais possibles, les difficultés qu'on va rencontrer et qu'on se prépare à les surmonter. Et c'est ça en fait le vrai enjeu. Donc, à quelles conditions un terrain interne peut-il malgré tout devenir un terrain scientifique? Donc là, l'idée, c'est que les conditions intellectuelles minimales pour que ce terrain professionnel devienne un terrain scientifique, c'est d'abord d'expliciter la position du chercheur. C'est-à-dire que dans le chapitre méthodologique, il faut que tout soit parfaitement clair sur votre lien à ce terrain et votre lien aux personnes que vous avez rencontrées. C'est-à-dire que si vous le dites, au moins, on sait à quoi on s'expose. Si vous ne le dites pas, on ne sait pas et on ne sait pas ce que vaut le travail. Ensuite, en l'explicitant, vous allez en même temps réfléchir de manière très claire sur qu'est-ce que je peux en attendre, qu'est-ce que je suis en devoir de ne pas attendre, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir obtenir le maximum de choses. C'est-à-dire finalement, comment dois-je pouvoir me comporter, quel type de questions est-ce que j'ai intérêt à poser ou à ne pas poser pour pouvoir exploiter au mieux ce terrain si singulier. Ensuite, il faudra distinguer accès et pertinence. Ce n'est pas parce que le terrain est facilement accessible qu'il est pertinent pour répondre à ma question de recherche ou qu'il m'apportera vraiment du matériau utile. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu sur la première version du premier prompt. Dans la première version du premier prompt, j'ai mal formulé les raisons d'accès au terrain. Et ce qui ressortait, c'est que ce terrain n'était pas forcément choisi pour de bonnes raisons et qu'il n'était pas forcément pertinent tel quel. Ensuite, comprendre que certaines données seront impossibles à obtenir. Oui, quand on a paradoxalement accès à un terrain connu, eh bien, il y a certaines données qui ne nous seront probablement pas transmises, soit parce qu'on a envie de faire bonne figure et donc on ne vous dira pas complètement la vérité, on se présentera sous le meilleur jour, soit parce que comme on vous connaît, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi, garder secrètes. Donc il y a certaines données à ce moment-là que vous n'aurez pas forcément. Ensuite, renoncer à certaines promesses de conclusion. Là, c'est le plus dur. Mais vous ne pourrez peut-être pas généraliser autant que vous le souhaiteriez. Vous ne pourrez peut-être pas arriver à la très belle conclusion à laquelle vous promettez votre thèse parce que ce terrain ne s'y prête pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. À partir du moment où vous l'acceptez et où vous le présentez comme une limite de la thèse et comme une ouverture pour de la recherche ultérieure, il n'y a pas de problème. Et donc en fait, on a vu tout à l'heure sur l'IA, je trouvais ça très très intéressant,
on a fait une mise en abîme en fait ici. C'était génial, je trouve. On a travaillé sur un sujet qui était dans quelle mesure l'intégration de l'IA dans les processus décisionnels stratégiques permet-elle de dépasser les limites de la rationalité de la prise de décision. On l'a étudié en utilisant des prompts, en utilisant de l'IA. Ça, c'est une superbe mise en abîme. Et tout ça, en plus, avec une discussion autour de l'intérêt que peut présenter l'IA, nos discussions soulevées par Astria, dont je ne sais pas si elle portait sur la pertinence de ma part d'introduire des prompts et d'introduire Gemini dans la discussion, ou si elle portait sur la thèse d'Amal. Je n'en sais rien. Mais le fait est que j'ai trouvé que c'était une belle mise en abîme à deux niveaux. Et ça, c'était rien que pour ça, c'était un très bon moment pour moi. Donc merci Amal d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Quant à vous, Astria, je ne sais pas du tout si vous êtes encore là, je ne sais pas quelle était votre intention avec votre remarque, mais merci beaucoup pour cette remarque que vous avez formulée parce que finalement, ça nous a permis d'avancer sur ce sujet qui est toujours un peu glissant. Hein. L'IA aujourd'hui, l'IA et la décision, on est d'accord, c'est un sujet très sensible. Ça suscite bien des crispations et c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. On a vu avec les réponses de Gemini que j'étais pas complètement convaincu de tout. Globalement, ça se tient, c'est pas mal du tout, mais à certains endroits, je n'étais pas complètement convaincu, je vous l'ai dit. Notamment, vous me disiez entretien semi-directif, vraiment, et pourquoi pas de l'entretien libre. Oui, c'est vrai, l'entretien libre ou en liberté conditionnelle, ce serait tout à fait adapté aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des entretiens trop rigides, à la différence de ce que semblait suggérer Gemini. Donc j'étais pas convaincu de tout. On a vu ensemble là où l'IA pouvait avoir raison, là où pouvait aller peut-être trop loin, là où elle révélait quand même des choses intéressantes. Donc juste pour terminer finalement là-dessus, j'aurais deux remarques conclusives. L'une, c'est que lorsqu'on prend son environnement professionnel comme terrain de recherche, il est tout à fait possible que le terrain réponde à une autre question que celle à laquelle on veut répondre au départ. Et donc ça, il faut l'accepter. Et la deuxième chose, le problème lorsqu'on fait appel à son environnement professionnel comme terrain de recherche n'est pas un problème méthodologique finalement, c'est un problème positionnel. L'enjeu, c'est surtout de savoir dans quelle capacité on est, mais aussi de rendre ça clair à nos interlocuteurs pour qu'en retour, ils nous abondent d'éléments qui soient pertinents. Donc, le terrain peut répondre à une autre question que celle à laquelle vous vouliez répondre. Or, c'est pas gênant, mais il faut quand même le savoir. Et puis, le gros enjeu, c'est d'être clair sur son positionnement. Donc, voici, j'ai couvert pour ce soir ce qui me semblait important et utile d'aborder sur cette question de l'utilisation du terrain professionnel dans le mémoire ou la thèse. Et donc la prochaine fois, la semaine prochaine, j'évoquerai un mythe qui est celui que les données parlent d'elles-mêmes. Donc, est-ce que les données peuvent parler d'elles-mêmes ? Bon, la réponse est dans la question, probablement pas. Mais on verra ça donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et une très bonne semaine et je vous dis donc à lundi prochain. Au revoir les amis.